Bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur Hubert-Védrine et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir, malgré votre extinction de voix qui malheureusement nous oblige à raccourcir quelque peu la conférence. Nous tenons tout d'abord à remercier nos partenaires que sont la Caisse d'épargne, le cabinet de conseil Mazars, le Figaro Économie, ainsi que le champagne Picard Salon et le journal des grandes écoles et des universités, sans qui nous n'aurions pas pu tous vous convier à un tel événement. Monsieur Hubert-Védrine, après un parcours à Sciences Po et une licence d'histoire, vous sortez diplômé de l'ENA en 1974 et commencez votre carrière au ministère de la Culture. 5 ans plus tard, vous rejoignez la Direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques du ministère des Affaires étrangères. Entre-temps, vous commencez une carrière politique au sein du Parti socialiste en tant que député suppléant, après avoir été conseiller municipal. C'est en 1981 et avec l'élection de François Mitterrand que vous entrez à l'Élysée en tant que conseiller diplomatique, puis en tant que porte-parole de l'Élysée 7 ans plus tard et enfin secrétaire général en 1991. Lorsque le Parti socialiste remporte les législatives en juin 1997, Lionel Jospin, alors Premier ministre, vous nomme ministre des Affaires étrangères, fonction que vous conserverez jusqu'à la fin de la cohabitation en 2002, conciliant à la fois des positions de droite et de gauche. Jacques Chirac ne tarit d'ailleurs pas d'éloge à votre égard, décrivant un homme d'une grande finesse d'analyse alliée à une parfaite maîtrise des rouages diplomatiques et d'un commerce toujours agréable. Défendant votre indépendance face à l'influence d'un quelconque parti politique, vous publiez de nombreux ouvrages et rapports géopolitiques à l'intention du grand public ou à celle des dirigeants politiques. Nombre d'étudiants ici présents vous connaissent grâce à votre formule désormais incontournable de l'hyperpuissance américaine que vous développez en 2003 dans votre ouvrage Face à l'hyperpuissance. Dans Sauver l'Europe, publié l'an dernier, vous fustigez les élites aveuglement européistes qui dénoncent avec un mépris à peine dissimulé le vote des Britanniques et le Brexit, et, faisant fi des contestations eurosceptiques grandissantes, prônent le futur idéalisé d'une Europe fédérale. Preuve, s'il en fallait une de plus, que l'Union européenne divise les Français. Nous allons dimanche devoir faire un choix entre deux visions irréconciliables, entre une France moteur d'une union toujours plus puissante et une France prête à abandonner le projet qu'elle a pourtant porté à bout de bras depuis l'après-guerre. Mais le vieux continent n'étant plus aujourd'hui le centre du monde, les diplomaties françaises et européennes doivent composer avec des crises globalisées et un échiquier politique aux règles bien floues. Qui aurait pu imaginer un Donald Trump à la tête des États-Unis, confondant l'Irak et la Syrie, et dont le caractère imprévisible inquiétant? Un président turc qualifiant Angela Merkel et les dirigeants allemands de néo-nazis pour s'attirer la sympathie de ses partisans, ou bien encore une Corée du Nord, toujours plus isolée mais paradoxalement toujours plus provocante, sans oublier un Kremlin aux mains de Vladimir Poutine, assoiffé d'un retour en force de l'Empire russe, soignant ses relations avec Damas au détriment d'un espoir de paix dans la région. Les crises se multiplient, mais l'ONU s'engourdit. Quel regard portez-vous, Monsieur Hubert-Védrine, sur les défis géopolitiques du XXIe siècle? Au vu de votre expérience au ministère des Affaires étrangères, en quoi les diplomaties de 2017 est-elle différente de celle de 1997? Quel rôle la France doit-elle jouer? Comment peut-elle défendre sa position quand elle n'est plus parmi les seuls à vouloir et à pouvoir faire entendre sa voix? C'est ce que vous allez découvrir dès à présent. Merci et très bonne conférence à tous. Merci et bonsoir Hubert-Védrine. D'abord une première question sur la diplomatie et notamment sur la place de la France à l'international pendant cette période électorale. La France est au centre de l'attention des médias internationaux bien sûr, et puis on entend aussi de nombreux chefs d'État étrangers s'exprimer sur cette élection. On dit souvent que la France a perdu de son influence sur la scène internationale. Alors pourquoi ces échéances passionnent-elles nos partenaires? Quel est l'enjeu à l'international, Hubert-Védrine? Bon, il y a énormément de questions qui ont été abordées, je ne vais pas pouvoir toutes les traiter, il y en a trop, on va prendre 2 ou 3 qu'on va creuser. D'abord, on n'est pas au centre de l'attention internationale, il y a des tas de pays qui s'en fichent complètement. Il n'y a que ceux qui croient ou font semblant de croire que Marine Le Pen pourrait être élue, qui s'excitent sur le sujet, mais c'est marginal en fait. Et bon, alors le fait qu'il y ait un changement en France, oui c'est important, enfin, il y a des changements dans plein de pays, donc il ne faut pas exagérer cet aspect en fait. Et puis il y a très peu de spécialistes de la France qui savent suffisamment que même quand Macron aura été élu, c'est pas du tout sûr qu'il ait une majorité, donc législative, est-ce qu'il a une majorité, ou la droite, personne ne l'aura, bon, et quelques spécialistes qui rentrent là-dedans. Ça veut dire que la France reste un pays important, il y a 193 ou 14 pays dans le monde, les pays qui sont des puissances sont pas très nombreux en fait.
une vingtaine, on va dire, peut-être comme le G20, et encore dans le G20, il y a des pays qui ne sont pas des puissances, en fait. Et la France reste une puissance, malgré tout. Mais en même temps, les Occidentaux ont tous perdu du terrain, tous. Pas que la France. Les Occidentaux, ils ont conduit l'histoire du monde pendant des siècles. D'ailleurs, c'est curieux, mais l'Europe n'a jamais été aussi influente dans le monde que quand les Européens étaient totalement divisés. Donc c'est anti-intuitif, ça, contre-intuitif. Mais c'est quand les Européens étaient en rivalité entre eux pour répandre leurs empires coloniaux partout que les Européens, peu nombreux, en fait, ont dominé le monde entier. Bon, ça, c'est une autre époque, c'est juste une remarque malicieuse. Bon, à l'époque contemporaine, les Occidentaux, Européens puis Américains, ont tout contrôlé. L'époque où je parlais d'hyperpuissance, c'est vieux, c'est la décennie de 90. C'est après que l'URSS se soit effondrée. La vraie date, c'est pas la chute du mur qui est un événement tout à fait exagéré, c'est la fin de l'URSS, 2 ans après. À partir de là, les Occidentaux ont cru tout dominer. Les États-Unis ont dit nouvel ordre international sous la conduite éclairée des États-Unis. Et les Européens, les gentils Européens, ont dit communauté internationale. Il y a un côté bisounours chez les Européens contemporains. Donc on va dépasser les conflits, on va être dans un monde post-tragique, post-identitaire, post-traumatique, post-je ne sais quoi. Et la société civile, les gentils ONG, il y a toute une espèce d'ambiance qui est très dominante en Europe. Et en réalité, tout ça a été faux, peut-être malheureusement faux, mais ce qui s'est passé depuis 20-25 ans, c'est que l'histoire s'est remise en marche. C'est pas la fin de l'histoire, c'est exactement l'inverse. Alors ceux qui avaient une vision que économique, qui voyaient que le monde à travers une sorte de pensée OMC, on va dire, ou une pensée de la mondialisation heureuse, la généralisation de l'économie globale de marché, un peu dérégulée, ça fait du bien, trop dérégulé, c'est dangereux. Toute cette espèce d'atmosphère, ces gens-là ont tendance à penser que la géopolitique était périmée. Et dans un livre récent d'entretien, Pascal Lamy, qui parlait de Niesotto, parle très honnêtement de cette vision qu'il a partagée en partie. Et il dit, mais en fait, on s'est trompé, la géopolitique est toujours là. L'histoire, la géographie, la géopolitique, les peuples, leur perception. Donc, il faut avoir en tête ce tableau du monde, parce que ce sont les Occidentaux qui ont pris leur désir pour des réalités, pas les autres. Si on parlait à Pékin, on serait à Pékin aujourd'hui, je n'aurais pas à dire ça. Parce que pour les Chinois, depuis le vrai tournant pour eux, c'est Deng Xiaoping. Après, ça s'est développé, et ils n'ont pas le sentiment que le monde se soit écroulé depuis. Ils n'ont pas le sentiment que leur analyse était remise en cause par ce qui se passe dans le monde. Donc c'est vraiment la croyance particulière des Occidentaux, sous une forme un peu impériale aux États-Unis, sous une forme très bisounours en Europe. C'est cette conception-là qui est quand même contredite par ce qui se passe. Alors dans ce monde-là, c'est évident qu'il faut que la diplomatie garde un rôle. Mais il y a des moments où certains pays se disent qu'on n'a même plus besoin de diplomatie. Comme les États-Unis ont cru avoir donc complètement triomphé, dans leur vision du monde, tout le monde était pour la démocratie et le marché. Et donc la pensée Fukuyama, fin de l'histoire. Donc il n'y a plus à négocier quoi que ce soit. Parce que tout le monde est d'accord. Au jeu des États-Unis, il y avait des pays qui les soutenaient, des alliés. Dans leur esprit, il n'y a pas à négocier avec des alliés, ils doivent suivre, point. Et il y avait quelques pays récalcitrants dont on viendrait à bout par des sanctions, par des sermons, par de l'ingérence, par des bombardements, etc. Donc il n'y a pas à négocier. Et puis c'est l'époque où le moralisme simplé est redevenu très dominant, on ne discute pas avec ces gens-là. Alors depuis l'aube des temps, la diplomatie était inventée pour parler avec des monstres. Depuis toujours. Et dès qu'il y a eu des États un peu, il y a eu des débuts de diplomatie. C'était pour avoir une autre option que la guerre, en fait. Il y a la guerre ou la diplomatie. Donc c'est pas fait pour parler avec des amis, la diplomatie. Donc vous voyez, la nécessité de la diplomatie, aujourd'hui, est évidente, même si les conditions techniques, pratiques, le rythme a énormément changé. Sur cette vision-là de la diplomatie sans ennemis, on a l'impression depuis quelques années que la société civile semble plaider pour un rôle plus visible de la France dans la défense des droits de l'homme auprès de ses partenaires et puis auprès de tous les pays. On ne peut évidemment pas s'interdire de dialoguer avec des pays qui ne partagent pas cette vision des droits de l'homme. Alors comment parler avec eux de ces sujets-là quand vous étiez ministre des Affaires étrangères? Comment on discute des droits des femmes avec des Saoudiens, de la liberté d'expression avec des Chinois? Comment ça se passe concrètement?
Bah, il dit, mais de quoi vous vous mêlez, c'est pas votre truc, non. Alors après, on peut dire c'est des salauds, donc on ne peut plus rien faire avec eux, mais c'est une question de rapport de force. De toute façon, les Occidentaux, ils ont toujours été prosélytes. Et ils ont une mentalité missionnaire. Et pendant très longtemps, les Occidentaux, c'était la chrétienté, en fait. Même si c'était des gens un peu pudiques qui n'osent pas faire le lien. Et il s'agissait d'évangéliser le monde. Bon. À l'époque moderne, il s'agit de droit de le miser. Et c'est la même démarche chez nous qui vont apprendre à l'ensemble des autres comment il faut penser. Et quand on tombe sur des pays, écoutez, vous êtes bien gentils, on veut avoir des rapports économiques, mais vous avez perdu le pouvoir de fixer des valeurs, même si certaines de vos valeurs sont très bien, mais enfin on les a aussi, puis de toute façon c'est pas à vous de les imposer. Enfin, c'est pas du tout récent, ça fait des dizaines d'années que ce débat a lieu. Donc ça ne fonctionne pas. Le fait d'aller vers d'autres pays et puis de promouvoir notre vision des droits de l'homme fonctionne très, très peu en fait. Très peu. D'ailleurs même les droits de l'homme les plus sincères souvent prennent comme cible des pays petits, quoi. Pays en espérant qu'on a une barre sur eux, mais personne n'a dit, puisqu'on est la France avec des idées universalistes et des droits de l'homme, etc., on va transformer la Chine en un gros Danemark. On ne sait pas faire. Donc c'est pas la peine de faire les malins là-dessus. Donc il y a eu tout un courant. Alors précisément, quand l'URSS s'est effondré, on s'est dit, il n'y a plus l'URSS pour nous embêter. Avant, quand on disait un pays africain, là, ils exagéraient quand même sur la démocratie, il faudrait faire un effort. En gros, il disait au président Michel Grec, si vous m'embêtez trop, je vais faire un accord avec les soviétiques, et je mettrai une base soviétique, etc. Bon. Quand l'Union soviétique s'effondre, il n'y a plus ça. Donc l'opinion s'est engouffrée. C'est la vision BHL, ça veut dire BHL, Kouchner. D'ailleurs, en termes d'histoire des idées, on peut même parler d'une sorte de BHL-Kouchnerisme qui est très dominant. C'est pas du tout critique, hein, c'est descriptif. Et les 80% des médias ont été sur cette ligne. C'est la mission de la France de faire ceci, cela. On dit oui, mais si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, on ne peut pas renoncer à nos idéaux. Bien sûr, il ne faut pas renoncer à ses idéaux, mais si on ne veut plus avoir de relations avec l'ensemble des pays qui ne respectent pas notre conception moderne de la démocratie. Je prends un exemple, il y a une démocratie alors qu'il y avait encore la peine de mort, par exemple. Et comment on fait de l'anachronisme permanent. Donc si on veut imposer ça et que les autres disent non, qu'est-ce qu'on fait? Dans toute l'Afrique, il y a des régimes, pas forcément affreux, il y a de tout, et qui disent mais nous on veut travailler le moins possible avec l'Europe parce qu'on nous pose de telles conditions politiques et démocratiques qu'on ne peut pas. On peut peut-être en 20 ans franchir les étapes, et puis vous avez eu 2 siècles, donc arrêtez de nous casser le pied. Et puis les Chinois ne posent pas de conditions. Donc aujourd'hui, les pays qui croient pouvoir imposer, enfin les gens, les dirigeants, les politiciens, les intellectuels, qui prétendent qu'on peut imposer nos valeurs à l'ensemble des autres, mentent. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est des postures à usage interne, en fait. Et on dit ça pas du tout parce que ça va avoir un effet excellent sur le Zimbabwe ou je ne sais quoi. On dit ça parce que si on parle comme ça, on est bien vu des médias, on sera invité plus souvent à France Inter, on aura les réseaux sociaux sont contents, le Parlement va applaudir ça. Au Parlement, vous dites les phrases automatiques. La France, virgule, patrie des droits de l'homme. Bon. Les gens applaudissent, c'est automatique. Même si ça ne vous donne aucun moyen particulier d'intervenir. Badinter, d'ailleurs, est très honnête, parce que quand il est lancé, il dit non, on est la patrie de la déclaration des droits de l'homme. Ça ne donne pas d'automatisme. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut s'en foutre complètement? C'est pas du tout ce que je dis. Moi-même, j'ai fait autant que les autres, et chaque fois que avec un pays, on a le sentiment qu'on peut jouer un rôle en favorisant le passage du mois, qui est un progrès, qu'on peut sortir un gars de prison. Enfin, tout ça, je l'ai fait comme tous les ministres avant moi et après. On le fait. La question, c'est est-ce qu'on en fait une théorie générale? Et non. Donc on voit bien, on a eu 20 à 30 années, on peut faire le bilan du droit de l'hommiste, le bilan des interventions extérieures, et on s'aperçoit que non, on n'est plus les maîtres du jeu, en fait. On l'a été. On ne va pas recommencer la colonisation. Et c'est dur à vivre, parce que beaucoup de gens, très sincèrement, estiment que notre mission spéciale, bien avant le fait d'avoir un bon commerce extérieur et d'assurer la sécurité, c'est ça. On est un pays missionnaire, en fait. Il n'y en a pas tellement. Hein. Et d'autre part, c'est des questions qui suscitent beaucoup d'émoi dans l'opinion publique. Autre question sur... Dans les médias, parce que la grande opinion, chaque fois qu'on vérifie, elle est plutôt sur une ligne royaliste, en fait. Donc c'est pas l'opinion, c'est les médias, c'est les think tanks, c'est les personnalités, tout ça. Mais c'est moins vrai que il y a 20 ans, quand même. Autre question sur la relation entre l'opinion publique et le rapport à la diplomatie.
Oui, Bernardine, on a l'impression que les questions diplomatiques, que ce soit réelles ou à travers les médias, divisent davantage les Français qu'auparavant, notamment sur les questions des sanctions contre la Russie, la question syrienne. Est-ce que vous pensez que justement cette impression est avérée ou que c'est justement, comme vous l'avez dit, une impression plus médiatique que réelle? Donc il y a beaucoup de désaccords maintenant. Pendant longtemps, le général de Gaulle a donc restauré la Ve République, il y avait une politique étrangère remarquable, mais tant que c'était lui ou ses successeurs directs, on se disait mais quand la gauche va revenir, ils vont tout foutre par terre. Parce que la gauche avait énormément critiqué les orientations. Et Mitterrand arrive, il assume complètement le gaullisme, sur ce point. On a même pu parler de gaulo-mitterrandisme, pas sur tous les sujets, mais sur la politique étrangère. Donc, il y a eu un consensus quand même, un certain temps. Donc il y a Mitterrand, il y a Chirac, ce que j'ai fait moi dans la cohabitation Chirac-Jospin, bon, ça dure, disons, en gros, jusqu'à la fin de Chirac. Après, il y a Sarkozy qui est élu et qui dit lui-même qu'il veut rompre. Il incarne la rupture avec la Ve République. En fait, avec Chirac, c'est une sorte de jeu un peu personnel. Et là, au point de vue politique étrangère, il commence à prendre des options complètement différentes. Qu'il corrige d'ailleurs, souvent après. Donc le bilan, il faudrait être honnête, c'est plus subtil que ce que l'on raconte. Mais sous Sarkozy, puis sous Hollande-Fabius, on n'est pas revenu à la ligne d'avant. Donc il y a quand même beaucoup de désaccords. Et donc il n'y a plus de consensus. Alors pendant un certain temps, on avait gardé l'habitude de dire qu'il y a un consensus en politique étrangère, même quand ça n'était plus vrai. Il y avait un consensus sur le fait de dire qu'il y avait un consensus. C'était comme on dit. Et après, si on prenait n'importe quel sujet, on voyait que la gauche comme la droite était divisée. C'était d'ailleurs impossible de répondre à la question est-ce qu'il y a une politique étrangère de gauche ou de droite? Les militants disent oui, bien sûr, il y a une politique étrangère de gauche. On prend le moindre exemple, on s'aperçoit que la gauche est complètement divisée sur le sujet, la droite aussi. Alors donc on en est là, et sur est-ce qu'il faut avoir une politique étrangère essentiellement réaliste, ou qui met en avant la propagation des valeurs? C'est toujours un mélange en pratique. Enfin, on est obligé de simplifier. Là, il y a un désaccord. Un désaccord entre, disons, les médias, les think tanks, tout ça, les intellos et le grand public. Si on prend des tas de sujets, qu'est-ce qu'on fait au Proche-Orient? Est-ce qu'on s'en occupe un peu? Pas du tout. Est-ce qu'on se dit, bah, le coup d'à gagner, c'est comme ça, les Palestiniens s'en fichent, on laisse tomber? Ou est-ce qu'au contraire, il faut maintenir une option des deux États? Est-ce qu'on intervient en Afrique dans certains cas, dans quelles conditions? Jamais, parce que dans le passé, les interventions étaient critiquées. Bon. Sur chacun de ces sujets, personne n'est d'accord avec personne, en fait. Ça, c'est un vrai sujet. Sur l'Europe, il y a évidemment une discussion. Pas sur l'élargissement, parce que l'élargissement est gelé de facto, pour un certain temps, mais sur est-ce qu'il faut intégrer plus? Il y a quand même des tas de positions tout à fait différentes. Donc il n'y a plus de consensus parce qu'on ne sait plus très bien, on n'arrive pas à trancher clairement en disant est-ce qu'on porte des valeurs comme une association, une ONG, etc. ou est-ce qu'on défend nos intérêts? Nos intérêts étant que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, tout ça, c'est toujours un pays qui est autonome dans sa décision, pas indépendant, parce que tout le monde dépend de tout le monde, vous voyez. Vous faites le choix entre les deux? Comment? Vous faites le choix entre les deux? Moi, je suis sur la ligne réaliste parce que j'ai la trouve plus honnête d'écrire le monde tel qu'il est. Et puis, je trouve que ce dans quoi on baigne, j'ai une autre formule que je trouve bien meilleure que hyperpuissance et plus récente. Je trouve qu'on baigne dans une sorte d'irréal politique. Donc, en général, on condamne la réelle politique, qui est censée être horrible. Et moi, il me semble que historiquement, on a plutôt fait des bêtises énormes à partir justement de concepts militants, missionnaires, ceci, cela. Bon. Donc moi je suis pour un réalisme raisonnable, et ça ne veut pas dire qu'on accepte n'importe quoi, ça ne veut pas dire qu'on n'emploie jamais la force pour corriger une situation affreuse, ça dépend comment on le fait, vous voyez. Et je suis arrivé à cette ligne pas du tout par a priori, mais j'ai, à force de vivre dans la familiarité de Mitterrand tous les jours pendant 14 ans, et puis après au Chirac et tous les pays du monde où j'ai connu 3, 4, 5 dirigeants à peu près partout dans le monde, donc je suis arrivé à l'idée que c'est plus honnête en fait. Et vu ce qu'on est, on est obligé d'avoir une composante droit de l'homme, donc chaque fois qu'on le peut, c'est sûr qu'il faut essayer d'agir, mais on peut assez rarement en fait. Il y a très peu de cas où on va rompre les relations parce qu'on est horrifié par tel ou tel régime et on ne veut plus avoir de relations du tout. C'est quand même assez rare ça.
Donc, plus le temps passe, et moins je crois à l'ingérence occidentale. Je pense qu'elle est vraiment au bout du rouleau, que ça ne marche plus, qu'elle est rejetée, qu'elle est plus légitime, et qu'en plus, souvent, ça ne marche pas. Si on regarde les interventions depuis 25 ans, il y en a 2 ou 3 qui ont été bien faites, justifiées, etc., et d'autres qui n'ont pas du tout bien marché. En revanche, je crois beaucoup à la dynamique interne dans chaque pays. Dans chaque société, il y a une volonté, mais pas parce que les Occidentaux ont donné des leçons, il faut faire comme ci, comme ça. Surtout quand il y a un passé colonial, où l'intervention de l'ancien colonisateur provoque des boutons, donc c'est idiot, ça ne marche pas. Dans à peu près tous les pays du monde, les gens ne sont plus fascinés par la démocratie occidentale, qui ne marche plus très bien. La démocratie représentative est terriblement contestée, et puis dans le système américain, elle est dévorée par l'argent, et puis il y a l'hystérie de l'immédiateté, les réseaux sociaux, Twitter, tout ça, qui est en train de détruire la démocratie. Donc les gens ailleurs rêvent pas de ça, mais ils rêvent de voir leurs droits respectés. Dans l'Internet chinois, dont j'ai oublié le nom, quelqu'un doit le savoir ici, mais il y a 5 à 600 millions de Chinois quand même, qui communiquent comme des fous là tout le temps. Et c'est bourré d'interventions très 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 virulentes sur le fonctionnement de la justice. L'injustice de telle décision. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que la situation actuelle était quand même un peu humiliante pour les Occidentaux, c'est encore plus vrai pour les États-Unis qui pensent contrôler tout, être au centre de tout. Je reviens au moment de l'effondrement de l'URSS. George Bush, le père, dit « Nous allons vers un nouvel ordre international sous la conduite éclairée des États-Unis ». Et d'autres Américains disent « Il faut bien qu'on s'occupe de ce chaos mondial, parce que sinon qui va le faire ?» Et on le fait, bon, on n'a pas envie de le faire, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. C'est le reluctant shérif. Bon, ça c'est leur vision. Puis après ça se complique, c'est pas comme ça. Et ils ont énormément de mal à s'adapter à un monde où ils restent les plus forts et les plus riches, les plus puissants, mais ils contrôlent pas tout, c'est loin de là. Donc il y a des votes complètement étranges. Les mêmes Américains, ils élisent Clinton, très bien. Ils réalisent Clinton. Si Clinton avait eu le droit, il l'aurait réélu une 3e fois d'ailleurs. Et après, Clinton, il passe à George W. Bush, qui est exactement l'inverse. Donc il passe d'un extrême à l'autre. George W. Il réalise George W. Et puis après, il passe à Obama, qui est à nouveau complètement l'inverse. Complètement l'inverse. On ne peut pas expliquer ça que par le talent d'une personne, son charisme, l'intelligence de la campagne qui était menée, etc. Après Obama, ils élisent Trump. Là, on est chez les fous, on ne comprend pas. Par rapport à ça. Donc il y a énormément de difficultés d'adaptation. Chirurgie Trump. Ce qui est intéressant dans le cas de Trump, c'est qu'il y a toujours une tradition populiste au sens sociologique du terme. Aux États-Unis, c'est même un peu l'essence de la vie américaine. On va aller à Washington, virer tous les types de Washington qui sont tous corrompus. C'est aussi vieux que les élections américaines, ça. Très ancien. Mais dans l'affaire de Trump, ce qui est intéressant, c'est que toute l'Europe, 99%. Et tout le système, disons, distingué, chic américain, plus les médias, ont estimé que c'était impossible que ce soit Trump. Et même quand ça a commencé à devenir possible au vu des chiffres, vers l'été, c'était impensable. Possible, mais impensable. Ça ne peut pas arriver. Après, il est élu. Donc, ces milliers de gens aux États-Unis qui commentent la vie politique, qui donnent leur avis, tout ça, on dit oui, mais ça ne va pas marcher, les grands électeurs ne vont pas confirmer le vote. Délire absolu, ça a toujours été confirmé. Bon. Après, ils disent oui, mais il va y avoir un impeachment la semaine prochaine. Bon. Il y aura peut-être un impeachment dans 2 ans, j'en sais rien. Donc il y a une espèce de système mondial qui ne veut pas admettre que ce soit possible. Alors ça fait longtemps, on le voyait à l'état d'études d'enquête, qu'il était clair que les classes populaires américaines considéraient que la mondialisation n'était pas bonne pour elles, excellente pour les Chinois, mais pas pour elles. Et à un moment donné, même les classes moyennes avaient basculé. Ça se voit de loin, ça. Mais comme les mondialisateurs, ces mondialisations, moi je préfère le mot mondialisateur mondialisé. La mondialisation, pour avoir l'air moderne et dans le bon sens des choses, on dit mais c'est un fait, on dit que rien, il faut s'adapter, tout ça. Parce que c'est le porte-conteneur, c'est le portable, on ne peut rien changer, tout ça. Ok. Il n'empêche qu'il y a eu des politiques de mondialisation. Ça aurait pu être fait moins vite, ça aurait pu être encadré autrement, ça aurait pu être moins dérégulé. Et donc les mondialisateurs
Dans certains cas, c'est des pays, ou c'est des groupes, ou c'est des métiers, ou c'est des gens. Les mondialisateurs, en gros, se sont dit ce que pensent les groupes américains, on s'en fiche, quoi. Hein, les rednecks, tout ça, on s'en fiche, on avance. Et puis à un moment donné, ils prennent un coup de boomerang dans la figure. Ça s'est passé aussi avec le Brexit, et ça pourrait se passer dans d'autres pays d'Europe, puisqu'il y a, c'est un peu différent, mais il y a aussi un mécontentement. Donc l'élection de Trump démontre qu'il y a une espèce de responsabilité des élites occidentales qui après condamnent le populisme. Mais ça ne sert à rien. Le populisme, c'est un sous-produit en fait. C'est comme la fièvre, c'est comme de condamner la fièvre. Je condamne la fièvre. Et la fièvre est toujours là. Et s'il y a populisme, c'est parce que les catégories dont j'ai parlé se sont senties complètement abandonnées en route. Et personne n'a jamais su leur répondre. Il y avait même dans le parti démocrate, il y avait une idée très claire que Terra Nova a essayé de répandre en France, ça fait scandale, ils ont reculé, mais consistant à dire de toute façon, les hommes blancs, ils sont fichus, ils sont nuls, ils sont incultes, bon, et puis ils votent mal aux extrêmes, donc on fait l'impasse sur les hommes blancs, et puis nous on fait la majorité d'avenir, avec les femmes qui sont censées avoir été persécutées depuis toujours, donc dans l'idéologie de ces gens-là, complètement votées à gauche, plus toutes les minorités sexuelles, ethniques, ceci, cela. Donc c'est une théorie assez claire qui a été développée aux États-Unis. Dont Obama a profité, mais tout ce qu'il faisait était assez fin quand même. Bon. Hillary, c'était plus lourdingue. Et finalement, ça n'a pas marché. Et Terra Nova, c'est une tombe qui est proche de la centre-droite du PS, avait dit il y a quelques années, il faut faire ça parce que les classes populaires, c'est terrible. Autrefois, ils votaient communistes, maintenant, ils votent Front National. Donc, on va faire l'impasse sur les classes populaires et on va qu'avec les gens qui veulent mondialiser, européaniser. Bon, on peut défendre ça, on peut dire rationnellement, c'est ce qu'on peut faire de mieux, mais si on fait ça pendant 10-20 ans, il ne faut pas s'étonner des résultats. Ouais. Donc Trump, c'est un peu pour moi le sous-produit de tout ça. J'ai dit, je ne sais pas du tout comme il va tourner, il est totalement étrange, pour être poli, et je ne crois pas du tout qu'il va se normaliser, je ne crois pas du tout qu'il va se professionnaliser. Mais c'est vrai que sur des sujets, il a lancé des tas de trucs qu'il ne fait pas, il va faire le contraire, mais il va peut-être revenir dessus. Donc moi je pense qu'il va rester imprévisible. Justement, vous parlez de la normalisation de Donald Trump, mais justement Donald Trump qu'on attendait très étrange. Expression improbable. Improbable, oui. Donald Trump qu'on annonçait isolationniste, justement aujourd'hui dans les interventions américaines en Syrie, dans sa proposition de rencontrer Kim Jong-un, dans ses provocations au régime nord-coréen, justement, est-ce que ces actions ne le mettent pas dans un costume présidentiel, ne l'affirment pas sur une scène internationale où il n'était pas attendu, justement? Mais c'est ceux qui vont traiter d'isolationnistes qui se sont trompés. Donc on plaque. Aux États-Unis, il y a quand même une culture sur les grandes écoles en politique étrangère, donc les gens disent c'est dans la descendance du président Hamilton, ou Jackson, Roosevelt 1 ou 2. Bon. Donc il y a une sorte de culture qui est beaucoup plus forte là-bas qu'ici. Et donc l'isolationnisme ou pas. Mais en plus c'est un terme impropre, parce que ce qu'on appelle l'isolationnisme dans l'histoire américaine, c'est la doctrine de Monroe. Donc on est au 19e, et en gros ça consiste à dire tout ce qui se passe en Amérique latine, c'est nous qui décidons, c'est pas les Espagnols. C'est pas du tout une doctrine qui vise à dire on se replie sur nous-mêmes et on s'occupe du reste. Donc c'est plutôt une question de partage des territoires, en fait. Donc Trump, depuis le début, moi, il m'est apparu comme un égoïste brutal, pas du tout isolationniste, capable de faire un deal avec n'importe qui, mais de le bombarder aussi. Donc, voilà. Et j'ai pas été tellement surpris qu'il fasse l'opération en Syrie, qui est d'ailleurs à mon avis très, très justifiée. Moi j'étais très Obama, mais Obama, il y avait une vraie contradiction dans sa position. Sur la Syrie, il était convaincu, contrairement à ce qu'on disait à Paris, que si on avait renversé le régime, c'est pas les gentils démocrates syriens d'Europe qui ont pris le pouvoir pendant 15 jours, et c'est les islamistes qui l'auraient emporté, donc il était cohérent là-dessus, en disant mon rôle n'est pas de créer un chaos supplémentaire, ça. Mais il avait dit ligne rouge. Ligne rouge, c'est un emploi de l'arme chimique, donc il aurait dû faire quelque chose. Et finalement, ce que Trump a fait en disant c'est trop dégueulasse, les enfants gazés, boum, je frappe, Obama pouvait le faire, ça. Bon, est-ce que ça le transforme en un vrai président? On est loin quand même. Hein. On est loin, on verra.
ne sait pas comment ça va tourner. On ne sait pas jusqu'où il va aller dans l'affaire chinoise. Normalement, la Chine et les États-Unis vont se confronter un jour ou l'autre sur l'histoire de qui contrôle les mers de Chine. Mais il y a la menace coréenne qui peut les amener à coopérer. Possible. Puis on ne sait pas ce qui va se passer avec Poutine. Est-ce qu'il y a une dynamique avec Poutine ou pas? On ne sait pas en fait. On ne sait pas. Merci Hubert Védrine. On va maintenant parler d'Europe et c'est Morgane Lejosi qui va introduire le sujet avec sa chronique. À toi Morgane. Monsieur Védrine, bonsoir. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Union européenne est décriée, crainte, menacée, et c'est le projet européen tout entier qui est remis en question. Certains proposent une Europe des nations, d'autres s'exclament le Frexit vite, tandis que les élites européistes tentent, coûte que coûte, d'empêcher le naufrage de la belle Europe. On dénonce le repli identitaire, l'égoïsme national, tout en constatant à des intérêts croissants des peuples, à l'instar des 60% d'abstention de moyenne aux élections au Parlement européen. L'Europe, autrefois décrite comme la mère de la paix, évoque aujourd'hui à nombre d'entre nous concurrence économique débridée, compétitivité constante, crise monétaire et flux migratoires incontrôlés. Dans votre ouvrage « Sauver l'Europe », paru en 2016, vous, Monsieur Védrine, intitulez ce phénomène « Le décrochage des peuples ». À vos yeux, le fossé entre les élites européistes et les peuples n'a cessé de se creuser. On a trop souvent ignoré, voire méprisé, l'avis des foules, que ce soit la réticence face au traité de Maastricht ou le non au référendum de la Constitution en 2005. Les critiques ont été balayées d'un revers de main en vue de maintenir un cap illusoire. Vous tenez cependant à faire une distinction entre les anti-européens féroces, en minorité, et les eurosceptiques, les déçus, ceux qui doutent, aujourd'hui devenus majoritaires. À vos yeux, sous réserve d'une refondation du projet européen, il serait possible de récupérer la confiance de ces derniers. On associe trop souvent la question des intérêts nationaux à un égoïsme national, alors qu'il vous paraît légitime de s'interroger sur la souveraineté, la sécurité et l'identité de son pays, que celui-ci soit en Europe ou non. Ainsi, vous proposez un plan de sauvetage visant, selon vos mots, à se libérer du dogme européiste. Plan que vous résumez en 3 mots: pause, conférence et refondation. Il s'agirait tout d'abord de faire une pause dans l'élargissement européen, tout en préservant une perspective sur l'Europe du Sud-Est pour des raisons stratégiques. Ensuite, une conférence sur le modèle de celle de Messine en 1955, à l'origine de la communauté économique européenne, au lendemain de l'échec de la communauté européenne de défense, vous semble nécessaire. Son but serait notamment d'intensifier la politique de subsidiarité prônée par Jean-Claude Juncker et Frans Timmermans, afin de mettre un terme aux surréglementations stériles de la Commission au profit d'une concentration de celle-ci sur 3 ou 4 thèmes principaux dans une logique de clarification et d'optimisation. Néanmoins, vous défendez l'ingérence de l'Union européenne sur les questions de l'harmonisation budgétaire et fiscale dans la zone euro et du renforcement des contrôles aux frontières extérieures de l'espace Schengen. À vos yeux, la présence de gardes-côtes et de gardes-frontières est la condition nécessaire pour établir la libre circulation interne, l'harmonisation du droit d'asile et la cogestion des flux migratoires avec les pays de départ et de transit. Face à ce projet ambitieux, plusieurs questions concrètes demeurent. En ce qui concerne la clarté du partage des compétences notamment, comment déterminer ce qui relève de la souveraineté nationale et de celle de l'Union? Quand bien même nous parviendrons à trouver une clé de répartition, pourrait-elle être la même pour tous les pays de l'Europe? L'avènement d'une Europe à plusieurs vitesses ne serait-il pas le désaveu du projet européen en lui-même? Enfin, concernant l'euroscepticisme croissant, quelles initiatives pourrait-on mettre en place pour recentrer la démocratie et susciter à nouveau l'intérêt des peuples? Merci, vous souhaitez réagir? Bien sûr, mais comme je n'ai pas plusieurs heures devant moi, c'est très compliqué l'affaire européenne. Il y a plein de mots, ce que les linguistes appellent les mots valises. Quand on dit le mot Europe, on ne sait pas très bien ce que l'on désigne, je ne parle pas de vous, en général. Sur l'histoire de l'Europe, on raconte des sornettes. Quand il faudrait retrouver, réenchanter l'Europe, retrouver l'enthousiasme, tout ça, il n'y a jamais eu d'enthousiasme à aucun moment. Il y a eu des dirigeants après la guerre, pas tout de suite, mais après qui ont pris des décisions très intelligentes. Mais il n'y a jamais eu de manif ou que ce soit demandant plus d'Europe. C'est absolument jamais arrivé. Bon. Vous en avez parlé, l'Europe c'est la paix, vous savez, c'est des slogans automatiques. C'est pas vrai du tout, c'est pas l'Europe qui a fait la paix, Hitler était aussi européen que les autres, malheureusement. C'est les soviétiques, puis les Américains qui ont imposé la paix en Europe.
Et après, dans le partage, les Américains, il n'y a pas de partage de l'État, mais de facto après, tous les Européens sont dans la même alliance. Donc il n'y a plus jamais le moindre risque de conflit entre Européens. Ça, c'est pas l'Europe, c'est l'OTAN, ça, en fait. Enfin, c'est l'Alliance Atlantique. Ce qui est vrai, c'est que les Européens ont intelligemment utilisé cette paix, qui aurait pu rester une paix un peu froide. Pendant longtemps, après la guerre, les Français ne voulaient rien faire avec les Allemands, quand même. On n'a pas fait le traité franco-allemand en 1946. On l'a fait après. Donc les Européens ont fabriqué quelque chose d'original et très intelligent. Bon, j'ai pris cet exemple, il y a beaucoup de... Dans les discussions générales sur l'Europe, il y a beaucoup d'approximations. Comme je ne veux pas être trop long, dans la situation d'aujourd'hui, ce qui paraît moins dangereux pour l'Europe, c'est pas tellement les provocations de Poutine ou les absurdités de Trump ou les convulsions globales dans l'islam dans 3 continents mondiaux, ou alors les flux de réfugiés, de migrants. C'est pas ça en fait. Le vrai problème, à mon avis, c'est le décrochage des peuples, que vous avez cité. Et c'est pour ça que j'ai fait un petit essai qui s'appelle Sauver l'Europe. Moi, je suis attaché au projet, j'ai consacré une partie de ma vie, j'ai vécu cette période extraordinaire entre Mitterrand, Kohl, Delors, etc. Bon, et c'est quand même désolant de voir que les gens décrochent. Alors je mets de côté les anti-européens parce qu'ils sont vraiment idéologiques, je crois qu'ils ne bougeront pas, et tous les autres. Parce que les autres peuvent bouger, à mon avis. Les gens qui sont simplement donc indifférents ou sceptiques, ils ne vont pas voter aux élections européennes. Ceux qui sont déçus parce qu'on leur a promis l'Europe sociale, ou que sais-je, et ça ne s'est pas concrétisé. Ceux qui sont exaspérés par les réglementations démentent du système européen. Même Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, qui dit on a eu tort de réglementer à outrance. C'est pas Dupont-Aignan qui dit ça, c'est Juncker. On a eu tort de réglementer à outrance. Il y a des réglementations absolument intrusives qui ont perturbé les gens dans leur vie. On a transformé des tas de braves gens pro-européens de centre-gauche, centre-droit en allergiques à l'Europe. Donc il y a tout un courant, et je pense que c'est dangereux. Évidemment, si on dit aux gens, aujourd'hui, est-ce que vous voulez sortir de l'euro? Ben non, ils ne veulent pas sortir. Et puis ils voient bien que le Brexit, c'est bizarre, qu'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de feuille de route, ils ne savent pas comment ça va tourner. Et donc personne n'a envie d'imiter la Grande-Bretagne sur ce point. Ça ne veut pas dire pour autant que les gens soient contents. Donc il y a une espèce de mécontentement général. Et moi j'ai réfléchi sur ce point. Et je crois qu'il y a plusieurs options par rapport à la situation. Il y a ceux qui disent, alors ceux qui sont totalement contre, c'est pas que Marine Le Pen, il y en a d'autres qui disent, il faut arrêter, c'est bien un peu le début, on sort, qu'est-ce que... Bon, ça c'est une option. Après vous avez l'option de ceux qui disent, les gens peuvent voter ce qu'ils veulent, on s'en fiche, on continue. Pas une option follement démocratique, enfin c'est ce que dit le système européiste, ça. Donc on continue, on intègre la zone euro, tout ça. Bon, on a fait comme ça pendant assez longtemps. Et à un moment donné, c'est quand même difficile. Même le ministre allemand Schäuble, que je cite dans le petit bouquin, Sauver l'Europe, 10 €, vous voyez, puis c'est tout petit, c'est tout vite. Schäuble, le ministre allemand des Finances, européen archi convaincu, dit c'est quand même difficile de ne jamais tenir compte des peuples. On est compte où on en est de la perception de la construction européenne au cœur du système, en Allemagne. Donc c'est là où j'ai fait ma proposition, je me corrige sur un tout petit point. C'est pas sur l'élargissement que je parle de pause, parce qu'elle a vu. Moi je dis que comme les gens ne font plus attention au système européen, que personne ne s'intéresse au résultat d'un Conseil européen, et qu'il faut rompre cette indifférence cotonneuse, il faut faire un grand coup. Et c'est là où je dis qu'il faut annoncer qu'on suspend, pas pour longtemps, mais on suspend l'intégration. On arrête le fonctionnement de la Commission, du Parlement, de la Cour de justice, pendant un temps pas très long. Mais le message, ça veut dire on va vous écouter. Vous avez pensé que l'Europe c'est un rouleau compresseur que plus personne ne contrôle, si on s'arrête. Et immédiatement après, mais il faut préparer avant, on fait une conférence des gouvernements qui disent bon, l'Europe va cesser de s'occuper de ça. C'est une des options de Juncker, c'est-à-dire faire moins et mieux. Donc il y a des tas de domaines qu'il faut faire sortir. Par contre, on fait des choses en plus. On fait plus, mais autrement. Il faut savoir, faut avoir tout préparé à l'avance. Bon, moi j'en profite, je suis tout à fait libre, j'ai une expérience énorme, mais je ne suis pas candidat, donc je peux raconter très librement ce que j'en pense. Donc j'ai lancé ce pavé dans la mare. Et le système européen, tout ça, c'est des gens que je connais personnellement et qui je parle. Ils sont partagés entre ceux qui disent oui, tu as quand même raison, il faut corriger, on ne peut plus dire qu'on va relancer l'Europe telle qu'elle est
il faut la modifier, la refonder, la corriger, etc. Il y a un courant. Et d'autres qui disent, t'as peut-être raison, mais si on s'arrête, on est foutu. Ça peut venir de qui l'initiative? Des 3-4 gouvernements clés. Parce que dans mon esprit, c'est pas une nouvelle conférence avec la Commission, on ne va pas demander à faire venir la Commission pour dire vous êtes 2 fois trop gros, donc il faut virer un tiers ou la moitié des fonctionnaires européens qui passent leur vie à fabriquer des directives folles. Il y a plein de vrais vieux Européens qui pensent ça. Des propos extrémistes. J'ai revu en Espagne un Felipe González, qui était un acteur formidable de l'épopée militaire en coupe de l'air dont je parlais. González, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu racontes. Le système est devenu fou. On ne peut plus continuer comme ça. Donc il faut se faire pris en charge politiquement. C'est Juncker, il dit il suffit dans un conseil de parler d'économiser l'eau potable. Ce qui est quand même aussitôt une direction se précipite dessus, avec une directive qui veut détailler de façon extrêmement précise la forme des pommeaux de douche. Personne à Washington n'est payé pour réglementer les pommeaux de douche dans le Wyoming, on marche à la tête. Donc il y a une sorte de déséquilibre qui s'est installé, tout le monde le sait maintenant. Ça ne peut pas venir de la Commission, ça serait trop cruel de leur demander, mais il faut le faire autrement. C'est ce qu'on appelle la subsidiarité dans le jargon. Alors ça ne répond pas à tout, parce que, par ailleurs, est-ce que le système européen, à travers cette mutation, réduit, concentré sur l'essentiel, est-ce qu'il garde la politique économique dans la zone euro que la moitié des électorats détestent? Ça, c'est un autre sujet, c'est est-ce qu'on peut avoir une politique économique dans la zone euro qui concilie mieux le maintien d'une certaine croissance créatrice d'emplois et l'assainissement des finances publiques? Quand même, est-ce qu'on peut le faire? On n'y arrive pas bien ces dernières années, en fait. Et ça, c'est pas la tuyauterie, c'est le contenu. Voilà, donc c'est des idées un peu radicales, mais je crois que si on continue à croire que l'Europe doit s'occuper de tout, et qu'à chaque campagne on lance des idées en plus, que l'Europe qui va faire ceci et cela, on finit par attendre toute l'Europe. Et comme les gens sont toujours frustrés, ils rejettent l'Europe en bloc. Donc c'est très 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 dangereux de charger l'Europe de tout et n'importe quoi. Si on arrive à concentrer le rôle précis de l'Europe, il y a une part du mécontentement dangereux qui est corrigée. Dernière question, et après on aura peut-être le temps de faire prendre 2 ou 3 questions. Dominique de Villepin est assez sévère et il considère qu'il y a eu un manque de cohérence et même de vision politique dans la politique étrangère de la France depuis quelques années, à la fois dans les interventions militaires et puis dans la diplomatie plus largement. Est-ce que vous faites ce même reproche, le manque de vision politique? J'aime bien Dominique de Villepin, mais je dis ça depuis qu'il est parti. Et c'est pas il est intéressant, il est séduisant, mais c'est un peu facile, quoi. Vous voyez, c'est un peu facile. Et puis il a tourné une espèce de pacifisme systématique qui fait que maintenant il condamne toutes les interventions, quelles qu'elles soient. Alors, il y en a qui sont absurdes, dangereuses, d'autres qui sont justifiées. Il y a un chapitre 7 dans la Charte des Nations Unies. Si les membres permanents sont d'accord, on peut intervenir. Donc il y a des choses que j'aime bien chez lui, d'autres non. Cela dit, je l'ai dit moi-même à ma façon. Je pense que depuis la rupture de Sarkozy, on a un peu perdu le fil. Et absurde et dangereuse, il y en a eu ces dernières années? Non, la pire de toutes, c'est l'intervention américaine en Irak en 2003. Pas la Libye? La Libye, c'est plus compliqué en fait, parce qu'il y avait une révolte de Benghazi. Kadhafi avait annoncé qu'il allait la noyer dans une rivière de sang. C'est les printemps arabes, vous voyez. La Ligue arabe a demandé une intervention. La Ligue arabe. Donc c'est pas Sarkozy qui s'est excité tout seul dans son coin, c'est plus compliqué, en fait. Alors dans l'idéal, il aurait fallu, Cameron aussi, il aurait fallu faire une intervention ponctuelle, détruire les blindés de Kadhafi, top, et s'arrêter. C'est ça dans l'idéal. Hein. Et Kadhafi ne voulait pas s'arrêter, il voulait négocier sur rien. Bon, mais si on n'était pas intervenu, on dirait que la France s'est comportée de façon ignoble et cynique, en laissant faire le massacre de Benghazi. Donc c'est un peu plus compliqué que ce que l'on raconte. Je ne vais pas me faire l'avocat de Sarkozy, c'est simplement qu'il faut être honnête historiquement. Le Mali, c'était bien mené, c'est justifié. Bon. Ça dépend. Il faut raisonner sur 25 ans, il y a eu beaucoup sur 25 ans.
Oui. Mais vous disiez que donc c'est la charte de l'ONU qui avait permis de légitimer notre intervention en Libye. Mais si la résolution portait sur une zone d'exclusion aérienne et qu'on l'a... Non, c'était plus large que ça. Il y avait la notion de protection du peuple libyen. D'accord. Et si on ne sait pas bien où elle s'arrête. Oui, bah, il y a ça. Et si dans le même temps, c'est justement la Ligue arabe qui a demandé intervention, pourquoi est-ce qu'on n'a pas essayé d'effectuer cette intervention via la Ligue arabe ou via des ils n'ont aucun moyen. C'est 3 bureaux minables. Enfin, pas la Ligue arabe, mais enfin, les armées des pays composant la Ligue arabe, pour éviter justement que les Occidentaux viennent ainsi... Oui, mais c'est pas parce qu'il y a eu toutes les controversions du passé, ce qui était colonisateur, ce qui était colonisable, enfin, c'est un débat sans fin pour les historiens. C'est pas parce qu'il y a eu ça que les Occidentaux doivent s'interdire aujourd'hui d'intervenir comme les personnes d'autres. Dans l'affaire du Mali, par exemple, quand le gouvernement demande, les pays voisins demandent, tous les membres du Conseil de sécurité demandent, les Chinois et les Russes disent qu'ils vont voter pour stopper l'avancée des djihadistes qui viennent du nord-est du Mali. Alors on dit, mais qui est capable d'y aller? Il n'y a que la France, en fait. Il y a très très peu de pays au monde qui ont des armées capables, qui ont des armées exceptionnelles. On a un système de décision unité de Gaulle qu'il faut préserver, qui fait que si on décide, on y va. Bon. Là, c'est incontestable, vous voyez, dans les cas comme ça. Dans l'affaire de la Libye, le seul autre pays arabe, je me demande d'ailleurs s'ils n'ont pas fait 2-3 sorties, c'est les Émirats arabes unis. C'est les seuls qui ont une aviation capable de combattre quelque part, en fait. Oui. Alors, on pourrait dire, il y en a marre, qu'on intervienne nous, c'est toujours mal interprété, c'est nous retombe dessus, donc débrouillez-vous. Mais c'est difficile. Au Mali, si on avait dit, on ne va pas y aller, on va encore nous faire des accusations monstrueuses, comme le sur Rwanda et compagnie, et puis l'Union africaine annonce une forme d'intervention rapide depuis 15 ans, allez-y. Et si on dit ça, on a la Daesh à faire la course. Donc, à un moment donné, il faut agir dans l'urgence. D'autres questions? On a rarement un choix, vous savez, dans ces affaires entre une solution idéale et une mauvaise. On a en général le choix entre plusieurs mauvaises solutions. Allez-y. Bonjour, une question concernant... Excuse-moi, je te laisse le micro comme ça, on t'entendra après. Ok. Ça marche? Merci beaucoup pour l'intervention. J'aurais une question concernant le Moyen-Orient et la politique étrangère de la France vis-à-vis de l'Arabie Saoudite et de l'Iran. Donc, je voudrais savoir, comment vous pensez que la France devrait se positionner? Est-ce qu'on devrait continuer à être plutôt pro-saoudien ou rééquilibrer notre politique étrangère en faveur de l'Iran? En faveur, non, mais il faudrait qu'on ait une politique étrangère qui nous permette de parler utilement aux uns et aux autres. Dans la période récente, les Iraniens nous ont plutôt vu comme un pays, disons, anti-iranien, anti-Obama, et cherchant à empêcher l'accord qu'Obama a finalement obtenu. Fabius a répondu à ça, il a dit, c'est pas vrai, j'étais exigeant parce que l'accord était fichu, fragile, finalement il y a eu un accord qui est plus sérieux dans 50 ans. Voilà en gros ce que dit Fabius. Mais l'histoire s'arrête pas là, c'est vrai qu'on est un peu trop attiré dans ces derniers temps par l'Arabie ou le Qatar, des puissances sunnites, et il ne faut pas redevenir pro-iranien, on a être pro-français et tout. On ne va pas être pour ceci, pour cela. On doit être pour des solutions utiles. Et on a besoin de parler aux deux. Parce qu'aujourd'hui, au Moyen-Orient, ce qui est terrible, c'est que le Moyen-Orient se décompose sous nos yeux. Aucune des puissances régionales ne peut imposer complètement cette solution. Ni l'Iran, ni l'Arabie, ni la Turquie, ni l'Égypte, ni Israël. Les puissances extérieures ne contrôlent pas le truc. Et donc il manque une sorte de processus global qui amènerait les chiites et les sunnites à se résigner à cohabiter, en arrêtant de s'entretuer par un yéménite interposé ou syrien interposé. C'est ça l'objectif. Comme après les guerres de religion en Europe. Donc la France ne peut pas le faire toute seule, ça peut être une ligne pour la France. Une autre question peut-être? Bonsoir M. Védrine. Je voulais rebondir sur une chose que vous avez dite au début de la conférence, quand vous disiez que la France avait perdu de l'influence en termes de la promotion des valeurs occidentales. Est-ce que vous ne pensez pas plutôt que le rôle de la diplomatie française aujourd'hui
ce serait plutôt sur un plan économique, en termes de diplomatie économique, comme c'est promu actuellement par le ministère des Affaires étrangères depuis quelques années. Oui, alors d'abord, ce que j'ai dit sur la perte d'influence, ça concerne tous les Occidentaux. Ça ne concerne pas spécifiquement la France. Simplement, comme la France en rajoute sans arrêt sur le sujet, ça se voit plus. Le décalage entre ce qu'elle prétend, ce qu'elle raconte et les résultats qu'elle obtient est beaucoup plus visible que s'il s'agit du Danemark. Donc ça, c'est global. Les Occidentaux contrôlent moins l'ensemble du système. C'est comme ça. Et alors après, je l'ai dit à plusieurs reprises, il doit rester une composante des principes, une composante droit de l'homme avec finesse et tact. Ça dépend des cas, après. Et il y a des pays dans lesquels les ONG disent essayez de nous aider sur ce point, ou surtout ne faites rien par pitié. Si vous faites quoi que ce soit, si vous apparaissez, c'est pire que moi. Donc, j'ai pas éliminé complètement ça. Après, le vrai cœur de la diplomatie, c'est pas l'économie, c'est la négociation. La négociation. On négocie avec d'autres, parce qu'on ne peut pas leur imposer nos vues. Donc on négocie. Bon, mais ça peut porter sur l'économie, ça peut porter sur les droits d'auteur, ça peut porter sur l'écologie, ça peut porter sur tout. Donc là, l'économie, c'est un point d'application. Parce que Laurent Fabius, qui a un bon bilan dans ce domaine, ce qu'il appelle diplomatie économique, c'est pas de la diplomatie, c'est pas de la négociation. C'est la mobilisation de l'appareil diplomatique français pour la promotion des intérêts économiques français. C'est ça que ça veut dire. Bon, c'était déjà largement le cas, mais comme il a mis son engagement personnel, c'est devenu encore plus le cas. En fait, la plupart des autres pays font ça. Les chanceliers allemands, quand ils vont en Chine, il y a un avion avec 100 PDG. Hein. Donc tout le monde le fait. Alors après, il y a des entreprises qui vous diront qu'elles n'ont surtout pas besoin de ça, que l'intervention des autorités politiques, c'est contre-productif. Et puis d'autres qui diront, bah non, dans mon domaine, j'ai besoin du président, etc. Donc ça dépend des cas. Mais ça fait partie d'un ensemble. Dans la force de la France, il y a la rayonnement culturel qui est resté beaucoup plus forte que ce que les Français croient. Les Français ne mesurent pas la force du français, par exemple. Dans le monde entier, les alliances françaises refusent le monde, notamment dans toutes les régions du monde anglophones. Parce que pour des raisons mystérieuses, le fait d'apprendre le français est resté un plus à tout point de vue. Bon, donc c'est incroyable que la France laisse dépérir sa propre langue, parce que le niveau de maîtrise du français c'est quand même énormément affaibli. Le français des médias, c'est en termes de vocabulaire, en termes de syntaxe, en termes de construction, tout ça, c'est quand même monstrueusement affaibli, très vite. Et c'est porté par beaucoup d'autres francophones partout. Donc ça, c'est un atout dont on serait débile de se priver. On serait les seuls détenteurs d'une grande langue de culture, de civilisation et d'échange qui traiterait ça de façon futile. Un peu par complexe. Comme s'il fallait absolument que toutes les futures élites dans votre genre ne parlent que l'anglais corporate, le globich. Tout le monde va parler de globich. Donc il y a énormément d'atouts dans l'affaire française, dont l'économie. Et on ne peut pas dire non plus qu'il n'y a que ça. Dernière question, madame. Merci, Monsieur Védrine. Marie-Hélène Aubert, adjointe au maire à Juan-Josas. Je voulais vous demander quel est le message que vous auriez envie de passer à ces jeunes dont on peut penser qu'ils seront demain influents en France et dans le monde, voilà, en Europe en tout cas. Mais c'est ce que je fais depuis une heure. Quel conseil, quel espoir vous portez dans cette jeunesse qui fera le monde de demain? Soyez réaliste. Non, il ne faut plus de chimérique. On a un pays chimérique. Historiquement, on a un pays chimérique et prétentieux. Il y a énormément de choses qu'on a ratées à cause de ça, en fait. Donc il faut se corriger de ça. Il faut être réaliste, il faut voir le monde tel qu'il est, il faut voir les leviers, il faut voir les opportunités que ça nous donne. Il y en a plein, en fait. Et c'est pas du langage pour campagne électorale, ça. Merci pour le conseil. Il y avait une autre question au fond. On va poser une question là, une question au fond. Bonsoir monsieur.
De quelle manière composer aujourd'hui avec la démocratie, avec l'opinion publique dans la relation internationale? On voit que les opinions publiques sont de plus en plus récalcitrantes à agir sur le plan international. Et il faut avoir une pédagogie qui soit honnête. Si on est réaliste au départ, ça peut choquer ou décevoir, mais c'est plus honnête. Alors que quand vous annoncez des choses extrêmement que vous ne pouvez pas faire, disons jamais la France acceptera ceci, cela, et après on accepte parce qu'on n'a pas le choix. Donc si on est plus honnête, le lien avec l'opinion est plus solide en fait. Donc je pense que les dirigeants politiques, les classes politiques en général, devraient décrire le monde tel qu'il est. C'est pour ça que j'insiste tellement moi, sur le fait qu'il n'y a pas encore de communauté internationale. Il faut la créer, il n'y en a pas encore en fait. Donc ça ne sert à rien de dire que fait la communauté internationale. Ça ne sert à rien de dire mais que fait l'Europe dans le domaine où l'Europe n'a aucune compétence, n'a aucun traité. Donc il y a une sorte d'honnêteté, de rigueur intellectuelle qui, à mon avis, peut rétablir le contact avec l'opinion, qui en a marre d'avoir entendu des promesses bidons, des choses comme ça. Moi, je parle quand même beaucoup, vous savez, depuis que j'ai quitté l'Élysée. À l'Élysée, à l'époque, c'était sérieux, on ne parlait pas avant, à l'extérieur, et depuis que j'ai dû parler quand même quasiment tous les jours de ma vie, au moins une fois, et dans les milieux les plus différents. Et dans le grand public, il y a un intérêt énorme pour ces questions. Donc quand on dit que les gens ne s'intéressent pas à la politique étrangère, c'est absolument faux. Il y a un intérêt énorme pour ces questions, et il y a un intérêt énorme pour un langage de vérité. Donc voilà, ça on peut faire ça, on peut tenter ça, ça on ne peut pas. Ça, si on parle comme ça, on est respecté. Il y a un énorme potentiel, je crois. Bonsoir. Depuis quelques mois, il y a des événements politiques très importants en Turquie et on a l'impression que le pays se coule de plus en plus du dialogue avec l'Europe. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à terme, ça peut déséquilibrer les relations Europe-Moyen-Orient? À terme, la Turquie ne va pas rentrer dans l'Europe. C'est évident. De toute façon, on leur a beaucoup menti parce que quand on croyait malin de l'accepter, la Turquie, pour montrer un signe d'ouverture, pour montrer qu'il n'y avait pas que des chrétiens, contrairement à ce que disait Boutkohl, donc elle est la Turquie, même si elle se présentait laïque, etc., etc. Donc il y a des tas de promesses qui ne marchent pas. Jamais on aurait pu faire ratifier l'adhésion par tout le monde. C'est un pays trop différent. Donc si on aurait dû leur dire il y a 30 ans, vous êtes un pays formidable, très important, historique, stratégique, tout ce qu'on veut, donc on va faire un partenariat stratégique avec vous. L'idée de l'adhésion est une fausse bonne idée, depuis le début, en fait. Et c'est clair qu'il y a en Europe 5-6 pays, je suis très très content d'avoir des relations économiques dynamiques avec la Turquie, bien sûr, mais où le traité d'adhésion n'aurait pas été ratifié. Tous les pays qui étaient dans l'Empire ottoman autrefois. Donc là aussi, c'est un manque d'honnêteté, c'est un manque de courage. Les gens se contentent de phrases creuses, de slogans, de postures, de trucs. Alors la question, c'est comment on en sort, parce qu'évidemment, on est dans une crise. Mais c'est pas uniquement parce qu'Erdogan tourne au despote. Vous voyez, c'est un sujet plus profond, en fait. Alors, on pourrait dire à la Turquie, faites ce que vous voulez, nous, on a changé de position, uniquement si on est prêt à gérer plus de demandeurs d'asile. Donc, il faut mettre de l'ordre dans nos affaires. Il faut dire, on va coordonner les mouvements migratoires avec les pays de départ et de transit. Et les demandeurs d'asile, les gens vraiment en danger, on ne peut pas les refuser. Donc, il faut en prendre plus. Et on peut vendre ça aux opinions qui sont un peu surexcitées contre le fait qu'elles ont le sentiment que tout c'est une vaste passoire, que si on leur montre qu'on a refait un Schengen qui fonctionne. Donc on ne peut pas se libérer de l'affaire turque si on n'a pas un Schengen solide qui calme les populations d'Europe. Merci Hubert, désolé pour ceux qui avaient encore quelques questions, mais on va s'arrêter là. Et bravo, merci beaucoup. Bonne soirée à tous.